Hi, everybody. Welcome back. Welcome to our last Bonjour scientific. à tout le monde. Bienvenue à notre dernière présentation scientifique. Je m'appelle Jessie Shapiro. Je suis professeur adjoint aux microbiologie ici chez le Centre de génome à McGill. Et c'est un grand plaisir de vous présenter deux intervenants fantastiques, Dr. Charles Routini et Dr. Christian Anderson. Dr. Routini va présenter en premier, suivi par Dr. Anderson. Cette séance va nous mener depuis la réponse du COVID en Afrique vers le côté viral des choses, les origines du SARS-CoV-2, le virus. Donc, c'est une séance assez diverse, variée, qui je suis très passionné de voir. Donc, Dr. Rotimi est un chercheur de renom sur la diversité dans les populations de l'Afrique et il est très fier de ses accomplissements dans le génome. Sur le génomique humain, il est le fondateur, président du Centre de génomie en Afrique, membre de l'Académie de médecine des États-Unis et l'Académie africaine des sciences, et aussi le président élu de la Société de la génomie. C'est notre plaisir donc de donner le bienvenu à Dr. Rotimi. Je lui passe le micro. Ah, et aussi, avant de passer, pardon, excusez-moi, vous, probablement ce que vous savez, les questions dans le chat, je vais gérer les questions. Chaque présentation va être de 25 minutes de durée avec 10 minutes de questions. Maintenant, j'ai terminé et je vous passe le micro, Dr. Rotimi. Merci pour cette géniale présentation. Merci. J'espère que tout le monde puisse m'entendre bien. Oui, fantastique. Encore une fois, je vais tenter de faire un sommaire de ma compréhension sur la réponse africaine, la réponse au COVID de l'Afrique. Bien évidemment, j'habite dans les États-Unis, donc j'ai prêté de façon généreuse de mes collègues qui suivent ce qui se passe avec le COVID. On peut avancer la diapo, s'il vous plaît. Je pouvais le faire avant, je ne sais pas. C'est bon. Oui, c'est ça, fantastique. Donc, la plupart des informations dont je dispose vient de la plupart que vous décentralisées et c'est dans l'Union africaine en spécifique. Développer les plateformes pour COVID à travers la pandémie et aussi pour aider à coordonner l'équipement et la stratégie de santé publique et ainsi la finance. Aussi important, c'est comment coordonner le procurement. So, again, dans le just approvisionnement de Air Force. Avec les statistiques, 2% localement, un taux de fatalité, c'est 2,6, c'est un peu plus mortel qu'on aurait eu une suspicion, donné que l'infrastructure a des grands défis par une telle pandémie. La statistique rentre un peu dans le passé. Le premier cas confirmé était en Égypte en février de l'année dernière. Et après, il y a eu un cas en Nigerie d'un visiteur, un citoyen italien. Et à la suite, nous avons eu des multiples infections à travers du pays. Surtout, il y avait beaucoup de voyages internationaux. Je fais de la blague avec mes amis en disant que le COVID a commencé parmi l'élite en Nigerie.
Encore une fois, c'est parce que à cause de l'historique des voyages et là où les gens ont des interactions. En 16 novembre, il y a eu 8,5 millions de cas. Il faut prendre avec un grain de sel parce qu'un manque de dépistage compréhensif, le taux de mortalité pourrait être un peu plus pas très correct, donné que les personnes meurent, ça a tendance à être enregistré et 80 000 tests ont été réalisés avec un taux de positivité d'à peu près 1%. L'une des choses difficiles quand on parle d'aborder l'Afrique, c'est des pays, divers pays, une énorme diversité en parlant de la réponse, différence dans la politique. Donc, je vous donne juste un exemple des chiffres qu'on traite avec tout un continent, pas uniquement un pays. En commençant par, si on regarde l'Égypte, quand on parle d'administration de vaccins, c'est 47% des approvisionnements qu'ils ont reçus. Et ça, c'est à peu près 11% de complétion de la population qui soit vaccinée, des chiffres similaires. Dans l'Afrique du Sud, donc là, ça va beaucoup mieux, 22% à peu près de la population vaccinée. Et vous voyez qu'en Nigérie, c'est énormément bas. Le niveau de vaccination, c'est en dessous de 2%. And the impact of COVID, it varies tremendously across the continent. À travers le continent. La plupart de la réponse par rapport à l'utilisation de la technologie génomique vient partie d'un effort coordonné de l'Institut de génomie des pathogènes qui a donné de séquencer plus de 54 000 séquences de SARS-CoV-2. Mais le point à retenir, afin que tout cela n'aurait pu pas se réaliser sans un investissement initial dans la technologie qui est passée par des organismes africains et aussi le World Bank. Le point ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que la catastrophe se produise avant de faire des choses infrastructurelles. On peut parler là où toute Afrique, là où il y a des politiques au niveau national, d'aborder, de s'adresser à une pandémie, une telle pandémie. Ça a été une grande aide, d'une grande utilité, mais on peut faire mieux, je crois, qu'il doit y avoir un effort plus coordonné au niveau national et continental. En parlant par rapport aux bénéfices publics des génomiques des pathogènes, c'est de justifier cette technologie. Quand on établissait History Africa, constamment, on me posait la question, vous pensez que l'Afrique a besoin de génomique? De la même façon que les gens ne disposent pas de l'eau potable. Et ma réponse est ne sous-estimez pas l'impact d'une nouvelle technologie et comment ça peut réagir comme un moteur pour la politique publique. Et c'est ça que ça passait avec la génomique par rapport à la maladie et comment comprendre comment les pathogènes commencent, y compris comme Ebola, mortel en 2014. Ça a été recoupé dû à la capacité d'une stratégie que donnait l'argent de l'Afrique de l'Ouest. Encore une fois, on met l'accent
Il faut penser dans une technologie qu'il faut mettre en place afin de pouvoir de notre pandémie, parce qu'on sait que ça va se produire. Hein. Les composants centraux de l'initiative génomique de pathogènes d'Afrique, c'est de créer et construire un réseau. Je ne peux pas trop mettre l'accent sur le besoin d'avoir ce réseau. Beaucoup de séquences qui ont été faites à travers des pays africains, et ça, c'est un résultat de l'investissement dans la bioinformatique. On ne peut pas faire le génomique si on n'a pas de suffisamment d'infrastructures bioinformatiques. Ça nous a aidé, l'organisme, à établir des bons bioinformatiques, ce qui se trouve Bionet en Cape Town, mais on sait dans les pays africains. La Next Generation Sequencing Academy est en train de développer des partenariats clés avec le séquençage génomique, avec des chercheurs divers investigateurs en Afrique, d'établir une académie là où les jeunes hommes et femmes sont formés sur comment utiliser le génomique afin de comprendre un pathogène, le séquençage d'un pathogène de santé publique et, encore une fois, aborder la stratégie en général. Le part de la réponse, encore une fois, c'est assez intéressant ça. C'est que l'Union africaine a établi un processus là où les individus peuvent donner, faire des dons et aussi les sociétés, à moins que ça soit consistant, cohérent avec les objectifs de l'Union. Et donc, c'est une façon intéressante de répondre, peut-être dû aux ressources qui deviennent disponibles dans certains pays. Donc, c'était un grand effort afin de distribuer ces ressources. L'autre problème, c'est que ce n'est pas petit, hein? C'est l'approvisionnement de l'équipement médical, comme par exemple les masques. Rendre cela disponible de façon centrale réduit les coûts et aussi des problèmes de distribution. Donc, encore une fois, les leçons apprises sont que les nations africaines ont besoin de penser en avant en termes de créer des inventaires, des supports, des matériels de support critiques et cruciaux et ne pas attendre jusqu'à ce que ça se produise avant de penser qu'il faut besoin d'avoir ça. C'est une stratégie qu'il faut développer. Et ça, c'est critique. La production des approvisionnements nécessaires à travers des pays africains, ça passe dans certaines étapes, mais c'est très, très limité. Et nous avons besoin de faire mieux. L'une des choses qu'a démontré le COVID aux pays africains et la communauté globale en général, c'est la grande disparité ou inégalité par rapport à la disponibilité des ressources médicales et des approvisionnements médicaux et la formation. Donc, il faut regarder cela depuis un nouveau point de vue et voir comment on peut améliorer cela. Maintenant, COVAX, pour moi, c'est l'une des choses, des efforts critiques pour moi, car c'est vrai que personne n'est à l'abri jusqu'à ce que tout le monde soit à l'abri. Et ce que le COVID a démontré, que nous sommes en vérité vraiment une communauté globale. On ne peut pas avoir des nations iraniennes qui sont juste un vol, un avion de vol à distance d'une pandémie, une infection. Donc, il faut que l'effort soit équitable et global, mondial. Ça démontre le monde que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres. Et le défi pour moi aux nations africaines, c'est d'arrêter de dépendre autant sur la recherche et l'infrastructure et de commencer à développer des choses qui vont aider les nations africaines à mieux se préparer
et commencer à produire leurs propres choses. Nous avons des exemples maintenant, là où des leaders africains répondent et reconnaissent que la réponse a été un grand défi parce que les choses ne sont pas produites de façon locale. Et donc, ils vont tenter de faire maintenant. Il y a une initiative en Sénégal, au Rwanda, et en Égypte, et dans l'Afrique du Sud. Donc, ce sont tous des efforts qui vont aider s'il y a une pandémie subséquente. Et ça va aider aussi dans l'actuel, la production et la distribution. Merci beaucoup. C'est les points que je voulais partager avec vous. Ce sont les points que je voulais partager avec vous. Merci, Dr. Rotimi. Excellent. Maintenant, il nous reste beaucoup de temps pour les questions. Merci pour votre présentation très succincte. Il y a bien des questions dans le chat. En attendant, je commence par une question. Vous avez parlé beaucoup sur les vaccins, mais maintenant, il y a beaucoup d'excitation sur les traitements antiviraux, les EDER et le meltdown eugénique et le médicament aussi. Ça va devenir disponible en Afrique ou? Vous avez un déploiement de ces médicaments antiviraux? Il n'y a pas actuellement donné le coût actuel. Je ne vois pas vraiment ce que ça va se passer. Ça va être réalisé bientôt. Hein. C'est vraiment un effort majeur de la part de World Bank, sans un effort comme ça, afin de travailler avec les entreprises qui gardent des cadets sur ces médicaments afin de réduire, avec les brevets de ces drogues, afin de rendre cela accessible aux pays qui ont des problèmes de ressources. Je crois que cela vous entendez sur ces avances-là et ça n'a aucun impact dans l'environnement dans lequel vous vivez, beaucoup dû au coût et aux défis de la distribution. Et les gouvernements qui n'ont pas des politiques qui vont aider à négocier ces structures de prix. Ce qui démontre, je crois, COVID à tout le monde, c'est que nous devons nous voir en tant que communauté mondiale et de donner les stratégies que nous allons créer quand on développe des drogues, surtout, médicaments, surtout pour les pandémies, qui vont garder tout le monde en sécurité, hein? Tout le monde. Oui, sans doute, merci. Nous avons la première question. Ça vient de partir de Jérôme Niragou. Connaissez-vous des phénotypes qui ont près des espions et qui protègent les Africains du COVID-19? Je ne sais pas si je rajoute à la question. En parlant des phénotypes qui sont des facteurs soit de prédisposition ou qui prédisposent les Africains ou qui protègent les Africains. En tant que personne en génomique, je tente de comprendre parce que l'une des choses qui s'est produite, en vrai, on ne sait pas pourquoi, mais l'impact du COVID que nous anticipons tous en Afrique, de côté négatif, ça a été dévastateur, mais très dévastateur. Ce qu'on voit en Amérique du Nord, etc., mais ça n'a pas vraiment produit, surtout en Afrique, surtout ou à moins en Afrique du Sud. Le virus est là, c'est en train de muter, mais son impact
n'a pas été aussi important de ce que moi j'avais vraiment peur au début de la pandémie. Il y a des spéculations que peut-être dû au fait que la population africaine est tellement jeune que même quand il y a eu des infections, que la jeune population s'est rétablie plus vite et dû au fait que les populations africaines il y a toutes sortes d'agents infectieux qu'ils ont peut-être créé un genre d'immunité ou de résistance au COVID. Encore une fois, ce sont des spéculations uniquement. Hein. On n'a pas regardé systématiquement ces variations génétiques dans le cas du COVID afin de mettre le doigt sur un variant protecteur dans le génome africain qui pourrait expliquer un peu de cela. Mais la population africaine est constamment en défi. Quand je grandissais, on prenait la malarie 2 fois par an. On attrape plein de maladies infectieuses. Et donc, en parlant d'immunité, je ne sais pas si c'est protecteur, mais ce sont des choses que la science scientifique doivent étudier aussi avec le temps. Aussi, hein? Merci. Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités passionnantes dans la recherche en parlant de l'environnement et ainsi que les facteurs génétiques de risque. D'autres questions? Sentez-vous libre de les mettre dans le chat. J'en ai une de plus avant d'avancer. Ça vient de la part de Grégory Marc Latrope. Ah, c'est une question anonyme, pardon. Ah, non, pardon. C'est de Marc Latrope. Un aperçu, génial. Au-delà du COVID, pourriez-vous parler de nouvelles séquençages humains et d'autres efforts génétiques au niveau médical en Afrique et comment ils vont être structurés? Oui, il y a plusieurs entreprises start-up et aussi le travail que nous faisons avec History Africa, là où on a appris qu'il y a plus de 100 000 individus dans l'Afrique du Sud. Ils font des séquençages et génotypage avec des maladies diverses maladies qui font là. Il y a aussi une nouvelle entreprise, Beni14, qui crée des opportunités. Je crois donc que le séquençage à travers de l'Africain, avec des scientifiques africains, est en augmentation. Et certaines des études de séquençage que nous avons faites, de séquençage humain, ont aussi rentré dans les bases de données publiques. Nous avons juste en dessus de 500 séquences qu'on vient de rentrer dans l'IGA, qui viennent de différentes populations africaines, afin d'utiliser pour le bon public mondial et dans la variation génétique humaine. Ce sont certains des efforts à travers des pays africains et dans le Wellcome Trust, le NIH et le Moon Foundation qui créent des opportunités maintenant pour le séquençage au niveau local. Et donc, ça ne va faire qu'augmenter. Hein? Merci. Je pose une dernière question en attendant pour voir s'il y a un autre dans le chat. De façon anecdotale, j'ai entendu que sur la réticence à la vaccination en Afrique, qui est assez en contraste au taux de vaccination par rapport aux approvisionnements dans de différents pays.
Et je voulais vous demander à faire des commentaires. Est-ce que ça serait différent à travers des pays africains ou bien évidemment en Amérique du Nord et l'Europe? C'est un défi et une préoccupation particulière. Si vous pourriez faire un commentaire sur la réticence au vaccin ou des études réalisées. Oui, comme je l'ai compris, c'est que en ce moment, on n'a pas vraiment ce problème-là. Le nombre de vaccins à disposition est tellement limité que le problème, c'est à quelle vitesse est-ce que vous pourriez arriver à le mettre dans nos bras, hein? Pardon. Comme dans tout endroit, on va avoir des individus qui sont réticents peut-être, mais l'histoire de la vaccination en Afrique est extrêmement bonne. On sait qu'avoir plusieurs infections en grandissant en Nigérie, nous savons que l'infrastructure de santé, de soins de santé n'est pas très robuste. Donc, on a besoin d'une prévention au niveau primaire. On n'a pas vraiment besoin de faire beaucoup de travail difficile à convaincre un Africain qu'un vaccin est probablement la meilleure façon en parlant de survivre et ne pas attendre beaucoup d'une infrastructure et des soins de santé pas suffisants. Le taux de vaccination, donc, je crois, c'est systémique. Si on l'étudie de façon systématique, ça va être extrêmement bas par rapport à ce qu'on en tient sur la réticence en Amérique du Nord. Oui. Je suis content d'entendre cela. J'ai entendu de façon anecdotale des commentaires là-dessus. Donc, je suis content d'entendre que vous ne pensez pas que ce soit un problème assez très répandu. Oui, donner l'accès à l'Internet maintenant, vous savez, les Américains, les Canadiens, on est dans ce boucle de renforcement vicieux. Ça veut dire que les mauvaises informations, j'espère que ça ne commence pas à avoir un impact sur le très bon historique de cette nation par rapport au continent. Voilà, c'est une belle note positive sur laquelle est terminée. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Alors, on va clore. On respecte bien l'heure et on va... Oh, attendez, une dernière question. Une dernière question. On a le temps. Une dernière question. Oui, on respecte bien l'heure, il me semble. Encore une fois, de Jérôme Miyagou. Vous pensez à une composante génétique au fait que les Afro-Américains sont peut-être plus susceptibles à la COVID-19? Faites gaffe avec cette question-là. La raison pour laquelle je dis cela, moi je crois fermement, bien que nous ayons des taux d'infection et de mortalité plus accrus dans les populations minoritaires aux États-Unis, y compris les Afro-Américains, ce n'est pas forcément dû à la génétique. C'est peut-être surtout davantage rattaché aux inégalités qui existent dans la société. Ce que la COVID a fait, ça a versé de l'essence sur ces inégalités-là. Ça a rendu tellement clair à nous tous. Les travailleurs essentiels, on les paye un salaire minimal et ce sont eux qui sont d'abord exposés à ces pathogènes-là et ces agents infectieux-là. C'est eux qui vont dans les voisinages qui n'ont pas de protection suffisante. Alors, avant de regarder dans la génétique, on doit arriver à bien comprendre toutes les structures sociales que la société a instaurées et au désavantage des gens au niveau de leur santé. Et je pense, selon moi, ça s'explique 90% des écarts que l'on voit au niveau des infections à la COVID et les décès dans les populations minoritaires. Également, les structures sociales pauvres, ça met les gens à un risque bien plus élevé. L'obésité, l'hypertension, on sait
fait que la COVID, empire la COVID. Ces populations-là souffrent déjà de ces comorbidités-là à une fréquence bien plus élevée. Imaginez-vous comment est-ce que ça va augmenter la mortalité au réseau de la COVID dans ces collectivités-là. Alors, faites gaffe. Ne sautons pas à la conclusion génétique encore. Peut-être qu'il y a une composante génétique, je ne le sais pas. Mais je vous assure que ça ne va pas arriver à expliquer autant les écarts, tout autant que... en fait, c'est la dimension sociale qui va davantage l'expliquer. Jérôme, vous me remerciez encore. Même chose au Canada aussi. En faisant la cartographie des voisinages, les cas de COVID sont associés aux revenus, les logements, les facteurs sociaux et racialisés plutôt que la génétique. Merci pour cette réponse-là. Merci. Alors, ça étant dit, on va passer au prochain présentateur. Merci, Dr. Rotini, encore une fois, pour votre belle présentation, une bonne discussion. Et ensuite, pour terminer, en fait, toute la journée, c'est mon ami, la professeure Christian Anderson. Elle nous rejoint de la Scripps Research Institute à San Diego. Christian et moi-même, on travaille ensemble. On a travaillé ensemble comme au postdoc à l'Institut Rhodes. On a étudié le virus Lassa et son évolution. Christian a continué. Elle a fondé le consortium de virale hémorragie. Elle a établi des ressources fantastiques sur le coronavirus sur outbreak.info. De belles ressources que plusieurs d'entre nous on utilise régulièrement aujourd'hui. Christine a étudié le coronavirus, le Zika, l'Ebola, le virus de Nil du Ouest. C'est une immunologiste au fond de son être. Elle a fait un doctorat d'immunologie à Cambridge avant de passer dans la génomique virale à la Rhodes Institute à Harvard. Elle a commencé son propre labo à San Diego où il a entamé de beaux projets. Alors, pour passer des conséquences de la COVID en Afrique, on va terminer pour revenir au début. Christian va nous parler des origines du SARS-CoV-2. Et je cède la parole à Christian. Merci, professeur Shapiro. C'est bizarre. Oui, comme disait Jesse, on a fait notre postdoc ensemble. C'est pas si longtemps. C'est plutôt récent, c'est la Rhodes Institute à Harvard. Certains du travail que je vais présenter aujourd'hui, ça élabore le travail qu'on a fait à cette époque. Le pivot, comme disait Jesse, mon parcours en immunologie a quelque chose de bien plus excitant où on parle de l'évolution virale et l'émergence des maladies infectieuses. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, tout d'abord, j'avais l'intention de vous faire un survol des autres travaux que vous avez fait, étant donné l'intérêt récent sur cette question-là au niveau de l'origine de ce virus-là, la pandémie. Je pensais que je passerais un peu de temps à cet égard. Et une des raisons principales pour le faire, c'est qu'une bonne part de la discussion aujourd'hui est vraiment minée par des conspirations, des agendas politisés. C'est malheureux. En tant que scientifique, c'est important de s'en tenir aux preuves. Il y a bien plus de preuves que les gens s'en rendent compte. Je vais vous les présenter aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ça a commencé? Alors, je me suis intéressé à cette question au mois de janvier 2020. Vous avez peut-être vu mon courriel à Anthony Fauci en fin janvier. Ça m'a préoccupé de ce que je venais d'observer. Alors, j'ai même parlé de certains des aspects. Il semble une question de génie. C'est incohérent avec les attentes de théorie évolutionnaire. Ça a de l'air mauvais. C'est parce qu'on avait des discussions et des analyses et on pensait que ça aurait pu être quelque chose qui a sorti d'un labo connaissant le genre de recherche qui l'emmène à Wuhan. Je veux quand même souligner que j'ai également dit, les gens qui ont oublié, mais on doit regarder ça de bien plus près et il y a d'autres analyses à faire. Alors, ces opinions-là pourraient changer. Et bien sûr, si vous suivez certaines de mes recherches, vous saurez que ça a effectivement changé. Ce n'est pas changé parce que je suis en conspiration avec le CCP et Tony Fauci. Non, ça change en raison des preuves scientifiques et ça continue de continuer. Les hypothèses principales, il y a deux hypothèses principales. Il y en a d'autres aussi, mais c'est les deux hypothèses qui ont rentré dans l'état d'esprit du public.
la fuite des laboratoires, des sous-hypothèses, une arme biologique, c'est une arme biologique qui a été conçue et ça a été écarté plus ou moins, pas complètement. Un virus chimérique où il y a le SARS-CoV-2, c'était une mosaïque de plusieurs virus qui a ensuite créé le SARS-CoV, la version culture, où il y a une recherche ou une gain de fonction, où tente de créer quelque chose de plus transmissible, plus infectieux, un virus naturel qui a sorti d'un pétri, l'échantillonnage de chauves-souris pour des fins de recherche, ou des zoonoses, ou d'un échantillon contaminé qui est acheté au labo aux zoonoses. Il n'y a pas d'évidence pour aucun de ces éléments-là. Les gens qui sont impliqués, qui ont tenté de faire ce travail-là, de faire la culture d'un virus, d'un échantillon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui arrive facilement. Mais ce qui est le plus important de loin, c'est qu'une fuite d'un labo ne peut pas expliquer l'émergence du SARS-CoV-2. C'est partie de ça. Afin que ça fuite d'un labo, ça doit être dans le labo. Et c'est là où l'évidence des preuves, ça tombe à l'eau. On va rentrer dans le détail plus tard. L'autre théorie qu'on a vue, l'hypothèse que nous avons vue à plusieurs reprises, c'est une émergence naturelle. C'est comme normal, c'est une question zoonotique associée avec un marché où il y avait des animaux vivants. Il y a beaucoup de confusion sur qu'est-ce qu'on tente de dire. Je ne dis pas que quelque chose n'est pas possible. Quand on parle de toutes les choses, toutes ces choses-là sont possibles. Mais je parle de la plausibilité. Ce n'est pas parce que deux choses sont possibles, ça ne signifie pas qu'ils sont également susceptibles de se produire. C'est important de comprendre que c'est très spécifique, c'est une distinction importante. Je ne dis pas qu'une fuite là-bas est impossible. Je ne dis pas qu'on l'a complètement écarté ou que c'est prouvé que ce n'est pas possible. Mais ce que je vous dis, c'est, je vous parle de plausibilité. Afin de comprendre la plausibilité, il faut avoir des preuves d'auparavant, qu'est-ce qu'on sait des virus de façon générale, leur émergence, et on doit regarder la preuve actuelle. Et on les a, ces preuves-là. Au niveau de SARS-CoV-2, qui fait que ça SARS-CoV, que c'est pas SARS-CoV-1, ça les facteurs qu'on a identifiés tôt. Deux facteurs principaux, c'est le site de clivage polybasique, c'est l'insertion des sous-unités S1, le protéine spike de SPAR et le ARR, c'est un site de clivage. Ça peut être c'est un site sous-optimal, mais c'est également c'est probablement un des grands éléments de SRAS-2 qui fait que c'est SRAS-2 et pas SRAS-2. Et on n'a pas vu le site de clivage furan dans ce genre de virus. Les virus coronavirus de style SRAS. Alors, le domaine de rattachement, c'est ça qui m'a peur le plus, on a des résidus de contact qui étaient importants pour le liage. Il y avait des liages de récepteurs qu'on n'avait jamais vu auparavant avec ces positions-là qui étaient différentes. Et ce qui est important, le pic, c'était un bon liant AS2. C'est mystérieux. C'est basé sur les modèles et des modélisations structurelles qu'on a faites au début. Mais voilà, le temps passe et finalement, que ce domaine de récepteur n'est pas mystérieux, finalement, et ne c'est pas unique à SRAS-2. On le voit dans d'autres coronavirus. Quand on a rédigé notre premier travail, l'origine de SARS-CoV-2, ça a été dans les coronavirus chez les pangolins. Ça indique que cet aspect-là n'est pas unique à ce virus-là. C'est dans la nature, en fait. On l'a vu dans les pangolins et les coronavirus. On a vu dans les coronavirus chez les chauves-souris, dans les virus Bonel, et récemment identifié au Laos. Dans tous les résidus de contact, dans la vaste majorité des liants sont identiques avec celui à SARS-CoV-2. Ce n'est pas unique et c'est même commun. La même chose qu'on pourrait dire du site de clivage de la furine. On voit où c'est inséré dans le SARS-CoV-2. C'est hors de
de l'encadrement comparé à d'autres coronavirus. C'est sous-optimal. Ce n'est pas le genre de cette furine qu'on s'attendrait à avoir dans un virus. Si on devait le concevoir, on a vu des évolutions significatives dans la purine, dans les variantes de alpha et bêta. Les changements afin que ce soit un meilleur site de clivage de la furine. Alors, cette partie du génome sauvage, on voit les autres coronavirus, il y a d'autres, le MBECO et les ZMBECO, ils ont aussi des sites de clivage furine. C'est une zone où il y a beaucoup d'évolution dans la région sauvage. C'est peut-être la région la plus où il y a l'évolution, où il y a 12 paires de bases qui se soulèvent dans une partie très évolvable d'un virus. Ça ne surprend nullement. C'est ça qui affecte, ça devient le pathogène de pandémie, le site de clivage de furine. Ça n'a pas un grand mot à dire là-dedans. Ce n'est pas unique, ce n'est pas surprenant. Et en fait, c'est des éléments, composantes communes de ce genre de virus. Alors, si on regarde le virus même, alors considérons le virus dans l'ensemble. Alors, les coronavirus sont communs chez les humains. C'est un virus commun. Ça rentre chez les humains régulièrement. Voilà 9 exemples de coronavirus que nous connaissons. 2 ont eu lieu pendant la pandémie. La plupart, c'est des alpha et des bêta. Le 229E et HKU1, c'est des coronavirus bêta, de même que SARS-1 et SARS-2, c'est des coronavirus bêta. Ils émergent dans la population humaine régulièrement. SRAS-1 et SRAS-2, on les a perçus dès qu'ils ont émergé parce qu'ils sont graves. Les autres, comme HKU1, on s'en est perçu en 2005, mais on s'est rendu compte que c'est bien plus ancien qui circule dans la population humaine depuis des décennies. Alors, ce qui est important aussi, c'est que nous pouvons regarder les sarbecovirus. Ils sont partout dans le sud-est de l'Asie. Ils sont abondants. Et voilà un exemple d'un travail récent qui montre le nombre de virus qui sont beaucoup rattachés à SARS-CoV-2. On les retrouve surtout dans les chauves-souris horseshoe et les pangolins. Le lien chez les pangolins, c'est pas sûr si c'est accidentel ou s'ils sont un réservoir. Moi, je pense que c'est probablement des réservoirs et plutôt que des hôtes accidentels. Ce qu'on ne montre pas, c'est les virus banals qui ont été identifiés au Laos et ceux-là qui sont les plus proches au niveau de la SARS-CoV-2. J'ai mentionné la chauve-souris horseshoe. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de mésinformation. Les chauves-souris horseshoe sont communs dans tout le sud-est de l'Asie, y compris dans des endroits comme Hubei, où se trouve Wuhan. Et Hubei beaucoup de cavernes et 4 sortes de chauves-souris, y compris les chauves-souris horseshoe. Le réservoir de ces genres de virus, ils peuvent être là aussi. On n'a peut-être pas échantillonné des virus apparentés dans Hubei, mais ça ne signifie pas qu'ils sont là. Mais là, notre capacité de faire les échantillons, c'est vraiment en deçà comparé à la présence. Voilà le SRAS-1, quelques points clés. C'est un coronavirus bêta récepteur AC2. C'est chez les sauvages, les hôtes intermédiaires pour celui-là, pour l'épidémie sylvain, les chiens ratons laveurs. L'étendue comme SRAS est large. Ça peut affecter un grand nombre de différents animaux, y compris les humains. Le timing, portez attention à cela, c'est novembre 2002, c'est quand ça sautait. Là, c'était à Guangdong, en Chine, avec l'association d'animaux vivants et les restaurants. Les introductions dans les populations humaines étaient multiples. C'est pas quelque chose qui est produit une seule fois. Et là, ça a pris son envolée dans la population humaine. Ça s'est produit à plusieurs reprises. C'était lié directement au fait qu'initialement, il n'y avait pas de réaction de la Chine. Ils ont bloqué, en fait, il y avait un cas à Hong Kong et ils ont empêché que les gens sachent. Les éléments comme les marchés où les animaux vivants et les restaurants ont continué. Ce n'est pas vrai pour SARS-CoV-2. J'ai marqué Yunnan. Et les gens pensent souvent à tort que le SRAS a dû venir de Yunnan parce qu'on pense que peut-être que SRAS est venu de là. Mais ce n'est pas vrai.
c'est sur-échantillonné et c'est pourquoi on voit cet emplacement. Il y a une confusion. Hubei, c'est loin de Hunan. Alors, comment est-ce que le virus peut se rendre là-bas? Ben, c'est le commerce vivant. Guangdong, c'est aussi loin de Yunnan que Hubei. Le Guangdong et la Hubei. Alors, si on compare les deux virus, regardez les ressemblances. C'est dans des virus, ce sont des virus semblables, les mêmes récepteurs, mêmes réservoirs. On ne connaît pas les autres intermédiaires. Ça, c'est très important. Nous n'avons pas identifié cela encore. Alors, au niveau du timing, c'est le même. Novembre 2019. C'est intéressant. Là, on étudie ça de façon active. En fait, que les populations de chauves-souris ont des hauts plus haut niveau de positivité suite au coronavirus après l'été, quand les nouveaux chauves-souris sont nés. Une question de timing qui pourrait être rattachée à ça. Je ne sais pas. C'est deux exemples simples, mais c'est plausible. L'association, c'est les marchés d'animaux vivants et j'entre dans les introductions, peut-être multiples ou uniques. On ne le sait pas. La réaction comparée au SRAS COVID-2 a été rapide, très rapide. Alors, on a fermé les marchés vivants, on a fermé les autres marchés vivants et la traite des animaux de la faune est encore fermée, en fait. Parlons des animaux. Alors, les animaux sont importants lorsqu'on parle des émergences. Et les deux suspects typiques sont les chiens ratons laveurs et les civets de l'autre côté. Au niveau du SRAS-CoV-1, civets, on pense qu'ils sont la source primaire de l'épidémie, mais les chiens ratons laveurs sont également une source probable. On les a trouvés comme positifs pour le SRAS-CoV-2. Voilà ce qui est intéressant. Dans mon monde, je pense qu'on avait réglé SRAS. Je pense que ça venait des chauves-souris à Yunnan. Et là, via le commerce des animaux sauvages, c'est à Guangdong. Et là, ça a intégré dans la population humaine. Mais on a raté le fait que, en fait, les civets étaient positifs, n'étaient pas identifiés à Guangdong, mais identifiés à Hubei aussi. C'est là où se trouve Wuhan, bien sûr. Et ce qui est important au niveau de ces civets-là, c'est pas seulement positif pour le SRAS-1 que nous trouvons. En fait, c'est beaucoup, ça ressemble au cas humain. En fait, 3 ou 4 des mutations qui sont importantes pour la transmission entre les d'humain à humain. Ce n'est pas vrai pour les autres animaux du marché à Guangdong, où les animaux infectés, les civets et les chiens ratons laveurs, ils sont bien loin du point de vue génétique des civettes. Alors, pour le SRAS-1, on a trouvé dans 2 provinces en Chine, Hubei et Guangdong. Est-ce possible que Hubei aurait pu être la source du SRAS-1 ainsi que la source du SRAS-2? Je ne connais pas la réponse, mais c'est une hypothèse plausible en regardant ces données-là, que la plupart des gens l'ont raté. Moi, je l'avais raté, c'est sûr, et on examine cela de près en ce moment. Alors, le problème, c'est quand on parle de la vente d'animaux. Si on parlait du rapport de l'OMS, on a dit qu'il n'y avait pas d'animaux. Ben, il n'y avait pas d'animaux, des écrevisses et des poissons parce que c'était un marché de fruits de mer. Mais des mammifères sauvages, comme des chiens, ratons laveurs et des civettes, n'étaient pas vendus dans ce marché-là. Si on pense que ça vient des animaux, mais ils ne sont pas au marché, comment est-ce que ça fonctionne? Bonne question. Ça a été répondu par que ce n'est pas vrai. Oui, il y avait des animaux au marché des mammifères sauvages. En fait, c'est les animaux qui sont susceptibles au SRAS-2, choses comme les chiens, ratons laveurs et civettes, les visons, les renards et les chevreuils. On sait qu'ils peuvent être infectés par le SRAS-CoV-2. On a vu des chevreuils aux États-Unis qui ont été beaucoup touchés par ça. Le SRAS, on sait que les animaux qui étaient susceptibles ont été vendus au marché des fruits de mer à Wuhan et dans 3 autres marchés. Et c'est très important. Ils rentrent par une source d'approvisionnement commune. C'est partagé. Alors, ce qui est important à comprendre au niveau
de faire l'agriculture la faune. C'est une immense entreprise. C'est fermé maintenant. 50 milliards de dollars par an. Des dizaines de millions de personnes employées. C'est quelque chose, un projet pour diminuer la pauvreté. C'est beaucoup de succès. Une façon d'enlever les gens de la pauvreté. Il y a le SRAS 1 et SRAS 2 qui est rattaché directement à ce commerce-là. Alors, c'est pas du tout surprenant qu'un pays comme la Chine cachera les détails initiaux, mais ce n'est pas une surprise au niveau des animaux. On sait que c'est vrai. L'énoncé officiel au OMS, c'est que ces animaux n'étaient pas vendus, mais on sait que ce n'est pas vrai. Ce qui est important aussi, si on regarde le marché même, où on a trouvé le virus, là-bas, on a pu l'isoler. Alors, c'est possible, il y a suffisamment de virus là de faire des cultures au niveau de tissus. Ce ne provenait pas des animaux infectés. Les animaux infectés n'étaient pas censés être là. Ça vient d'échantillons environnementaux. Le lien est clair, mais regardons les cas. Alors, ça, c'est important. Alors, quelqu'un qui vient de publier un travail qui a quelques heures dans Science, qui a regardé les premiers cas et les premières hospitalisations. On regarde la carte où il y a le marché des fruits de mer de Hunan. C'est situé ici, au nord de la rivière Yangtze. Et là, il y a un institut, le Wuhan Institute de virologie et le Wuhan Institute là-bas aussi. Si on regarde tous les cas précoces en décembre, ils sont tous rattachés autour du marché des fruits de mer de Hunan. Et l'association les plus précoces de la réalisation qu'il y a une éclosion, c'est à l'hôpital, aux hôpitaux en fait. Ce sont les hôpitaux qui sont, bon, on a des gens qui sont rentrés avec la grippe, puis c'est tout rattaché au marché des fruits de mer. Plusieurs d'entre eux, pas tous finalement, mais la majorité, oui. Alors, le fait que c'était concentré autour du marché des fruits de mer, malgré ce que certains gens voudraient nous faire croire. Il n'y a pas d'autres grappes, il n'y a pas de grappes autour de la Wuhan Institute de virologie où on fait des travaux sur les coronavirus. C'est autour du marché des fruits de mer. La même chose peut être dit au niveau des morts excédentaires. On rentre dans le janvier, quand on regarde les morts excédentaires, c'est là où il y a le marché des fruits de mer de Wuhan. Si on a peur d'un parti pris au début, il y a des hospitalisations, mais il n'y a pas de parti pris là. Et il n'y a pas de parti pris dans les cas précoces, mais disons qu'on voudra présenter cet argument-là. Les morts excédentaires, ils sont agglomérés de la même façon. Il y a une association très claire avec le marché et ces cas-là. L'autre chose que nous avons, et je viens de le mentionner, il y a deux lignées au début de la pandémie, la lignée A et la lignée B. Ce qui n'est pas clair. Il y a plusieurs questions autour de cela, mais ce qui n'est pas clair, c'est que est-ce que c'est parce qu'il y a eu deux transitions vers la population humaine ou une vers l'autre. Nous ne savons pas. C'est pas clair en ce moment. Mais c'est important de savoir que la lignée B, c'est ce qu'on retrouve dans le marché des fruits de mer de Hunan. Les échantillons viennent de là, mais ça signifie quand même que la lignée A n'était pas là-bas. Il y a des parties pris au niveau dans les échantillons, dans les génomes. On ne sait pas. On ne peut pas conclure. La lignée A, ce n'était pas associé au marché des fruits de mer. Il y avait des signalements dans d'autres marchés à travers la ville. Ce que ça signifie, nous ne savons pas vraiment. Dans l'ensemble, c'était beaucoup associé au cas à l'extérieur du marché. Ça c'est important. Parce que si on a deux introductions indépendantes dans la population humaine, associées à différents marchés, c'est incohérent avec la version d'une fuite en direct. Mais les données ne le prouvent pas encore. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, si l'on conclut que lignée A doit être la route, la racine de l'arbre, et ce n'est pas associé au marché des fruits de mer de Wuhan, ainsi que ça ne peut pas commencer. Il y a plusieurs gens qui sont posent cette conclusion. Non, c'est faux. On ne peut pas conclure cela basé sur
preuves actuelles. Comprendre le timing, c'est important si on a un, deux ou plusieurs introductions de la population humaine. On regarde cela de près parce que c'est important que nous arrivions à comprendre ça. Plusieurs personnes semblent croire que 2 introductions, c'est quasiment impossible. Ils pensent qu'on parle mais ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas ça. Les lignes d'approvisionnement sont partagées et les animaux sont répartis dans la ville dans différents marchés où il y a des animaux vivants. On a vu plusieurs introductions. Ce n'est pas inhabituel. C'est probablement le scénario le plus probable. Alors, si on regarde la notion d'une fuite du laboratoire, quelles sont les preuves que nous avons? On n'a pas de preuves finalement. Plusieurs se mettent à croire, bon, la Chine ne partage rien. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de communication entre la Chine et d'autres pays sur cette question-là. Mais ce qui est important à savoir, c'est l'absence de preuves. En fait, c'est une preuve d'absence. Ça ne prouve pas l'absence, mais c'est de l'absence de cela, même si c'est d'habitude pas vrai. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que ce virus-là était censé être dans l'Institut de virologie de Wuhan avant la pandémie. C'est à son origine. On aurait attendu de voir les preuves de ça. Mais il n'y en a pas. Regardez des bases de données de séquençage. Et il y avait tendance à utiliser les mêmes expérimentations une fois l'autre. Il n'y a pas d'évidence SRAS-2 dans aucune base de données. Dans les publications, il n'y a pas de mention de virus qui aurait pu être le SRAS-2. La communauté des renseignements aux États-Unis avait fait un rapport. Ça les a pris 3 mois. Ils n'ont rien trouvé. Pas de preuves au niveau d'une fuite du laboratoire. Des vieilles thèses des instituts de virologie ont été déterrés. Et il n'y a pas d'évidence d'une preuve qui aurait été SRAS-CoV-2. Comme vous avez vu dans mon propre courriel, il y avait des subventions, des rapports annuels des courriels. Il n'y a pas de SRAS-2 là-dedans non plus. On peut regarder à l'adaptation de culture, c'est ou c'est un gain de fonction. Et il n'y a pas de preuve au niveau du génome de SRAS-2 non plus. J'ai parlé des incohérences au niveau des évolutionnaires dans mon courriel à Tony. Mais j'avais tort. Mais c'était un énoncé un peu naïf de ma part. Mais on a vraiment regardé ça de façon approfondie et il n'y a pas d'incohérence. Le WIV lui-même a signalé qu'il n'y avait pas de cas au labo et testé avec ELISA et PCR. Et il y avait un déni d'avoir travaillé avec la SARS-CoV-2 avant la pandémie. Alors, on pourra conclure que c'était un mensonge. Mais là, on doit se poser la question, c'est quoi vos preuves pour ça? Selon moi, il n'y en a pas. Ce qui est important donc à comprendre, c'est qu'en théorie, l'origine de SRAS-CoV-2 doit être pouvoir expliquer tous les faits, c'est-à-dire les cas du début. Comment on explique ça? Quand vous expliquez l'association avec le marché des choses vivantes, si cela s'est sorti d'un laboratoire, toute théorie doit pouvoir expliquer tous ces faits. Donc, de reconnaître beaucoup de personnes, mes collègues, ils s'appellent Sunatic parfois, des associés des membres et des autres laboratoires avec qui on travaille. Je dis, il y a beaucoup de travail toujours en cours. Jesse a mis sa caméra, mais je n'ai toujours pas terminé. J'aime faire ça parfois, surtout quand c'est Jesse. Je veux rentrer à cette en particulier. C'est que toute théorie de l'origine de SRAS-CoV-2 doit pouvoir expliquer tous les faits. C'est important parce que ça serait quel fait que vous convaincrez à vous de l'un des deux ou les deux théories. Il n'y avait pas de virus dans le laboratoire avant la pandémie, qui preuve donc une fuite d'un laboratoire. Mais peut-être des animaux infectés au marché le feraient. On va retourner donc à ce marché. Je vous ai montré cela. Ça vient du rapport de l'OMS. Et il y a beaucoup de détails là-dessus. C'est un peu confus. Mais nous avons aussi le rapport du CDC original qui a été publié dans une fuite. Il y a beaucoup de détails là-dedans, y compris là où ils ont pris des échantillons, combien de fois, lesquels ont été positifs.
Et donc, ces détails, on peut, sur le map, le plan qu'on vient de vous montrer, on peut faire le lien par rapport au Kinon et vous avez beaucoup plus d'informations d'un coup. Mais c'est encore plus confus. Donc, je vais enlever tout cela. Et maintenant, vous regardez que les stands. Deux endroits, là au marché. Maintenant, je rajoute les positifs dans les échantillons environnementaux et un nombre positif à cette localisation en particulier. Maintenant, ça commence à être un peu plus clair. Et maintenant, je rajoute en dessous où ils vendaient des animaux sauvages comme donc le coin de sud-ouest, pardon, sud-ouest, coin sud-ouest. Et donc, si je mets la densité là-dessus, en disant quelle est la façon de faire des clusters sur des environnements, des échantillons environnementaux positifs, là voilà, là où ils vendent des animaux vivants, comme les chiens de raton laveur. Ce n'est pas vrai qu'on ils disent que ce n'est pas le marché, ou c'est parce que l'OMS n'a pas regardé cette question assez près, mais en fait, il y a plus à ça. Eddie Holmes, comme vous savez, un collègue, un très bon ami, collègue de moi, vous savez quoi? Ce magasin, la boutique, il y avait des 5 positifs là-dedans. Eddie l'a visité en 2014. Il a pris des photos dans cette boutique. Voilà les photos d'Eddie de la boutique avec les chiens ratons laveurs. Maintenant, on regarde de près quels sont les échantillons positifs là. Où est-ce qu'on a trouvé ces environnements, ces échantillons environnementaux dans cette boutique en particulier? C'est les deux qui viennent des remorques. Et les voilà. C'est 2014, c'est probablement pas les mêmes, mais deux exemples de ce. Important à savoir que ce sont les importants qui sont utilisés à transporter les animaux, comme les chiens ratons laveurs, ici aussi pris de cette boutique. Ça aussi, c'était positif. Et donc, il y a une cage en fer qui était aussi positif. Et aussi en fer, la cage en fer, avec les chiens ratons laveurs là-dedans, c'est le même cage, peut-être, peut-être non, mais ça vient à partir de cette photo. Il y a aussi le feather remover, un appareil pour enlever les plumes. Pourquoi ça? C'est possible d'avoir les échantillons positifs des êtres humains. Il y a un échantillon positif de la Terre qui pourrait venir d'un être humain, mais l'enleveur de plumes, j'ai parlé avec Adi, qu'est-ce qu'on trouve en dessous des ratons laveurs? On trouve les oiseaux. Ils étaient en dessous des oiseaux. Et c'est pour cette raison que Adi a pris cette photo. Vous avez des ratons laveurs au-dessus des oiseaux et vous avez un positif sur un enleveur de plumes. Si vous prenez tout cela, il y a beaucoup plus de preuves sur les clusters au-delà, à l'extérieur du marché. Qu'est-ce que vous pensez qui est la meilleure explication de tout cela? Les clusters à l'intérieur, les clusters à l'extérieur, les échantillons qui ont vraiment donné positif. Et c'est vraiment quand on rentre à ça que toute série sur la phrase COVID-2, l'origine des phrases COVID-2 doit pouvoir expliquer tous les faits. Si vous savez que c'est un fait, il faut que vous puissiez expliquer pourquoi ça existe. Dans le rapport de Chine de CDC, la conclusion en sommaire, c'est un grand suspect que l'épidémie actuelle est en lien avec le commerce dans les animaux sauvages parce qu'ils ont noté ces clusters à l'extérieur du marché. C'est juste qu'en grande partie, on a oublié, ça n'a pas été communiqué. Avec ça, je voulais laisser ce dernier diapo sur l'homme de la parapluie, que si vous n'avez pas déjà vu cela, du New York Times, parce que je crois que c'est un très bon exemple de type de choses dont on aborde en ce moment. Donc, j'arrête avec cela en partageant mon écran et je pose des questions. Maintenant, je vais mettre ma caméra, pardon pour l'alerte sans faux finition. Merci, je suis content d'entendre les derniers. Merci, Christian. C'est une présentation qui fait beaucoup réfléchir. J'attends des questions dans le chat.
J'ai beaucoup aimé cette dernière partie, c'est genre Jon Snow, la généalogie, vous savez, qui parle de cluster autour le Broad Street Pump, le pont de Broad Street. Oui, je veux dire parce que c'est important, vous savez, parce qu'on parle beaucoup, on met beaucoup l'accent sur les cas individuels, ce qui est important, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas de question que nous avons passé à côté du patient zéro, et c'est possible qu'il y a plusieurs patients zéro. Mais quand on regarde le cluster, c'est très important. Ça vous dit que les cas individuels éventuels ne peuvent pas. C'est où est-ce qu'on a mis la balle, où meurent les gens. Ce qui était vrai. Oui, donc pour revenir, quelque chose d'un commentaire combiné avec une question. Comment les gens disent les deux origines indépendantes, c'est trop peu probable, mais vous vous dites, en réalité, ça ne serait pas peu probable si on parlait pas d'une introduction individuelle, c'est que ces deux-là sont totalement indépendants. Ils ne sont pas indépendants, ils sont dépendants. Et si vous disposez, si vous avez un réservoir de hôtes, imaginons que vous donnez des échantillons de 2 personnes aujourd'hui, de la ville de Montréal ou San Diego, même si c'est tout delta, ça serait séparé par 2, 3, 4, 5 mutations. Si on les mettait dans une cage pour commencer une épidémie quelque part, vous avez la diversité. Oh oui, et je crois que Gil Wertheim, mon collègue à San Diego, a fait une analogie très bonne. Ce matin, on a dit que la montagne Everest, on n'avait pas monté pendant plusieurs milliers d'années, et un jour, le jour même, il y a 2 personnes qui l'ont escaladé. Une fois que ça se produit une fois, en fait, ça devient plus probable que ça se reproduise. On va avoir une étude là-dessus, mais ça devient plus probable que ça se produise plus qu'une fois. Et encore une fois, c'est parce qu'ils ne sont pas indépendants. Hein? Ce n'est pas ce que c'est les événements peu probables sont passés tout en haut du virus qui mène vers les animaux et puis dans la chaîne alimentaire. Ce sont des choses qui sont énormément improbables. Mais une fois que ces choses se mettent ensemble et ils se trouvent dans la chaîne alimentaire, les événements en bas du flux de rivière deviennent plus probables. Et en fait, un virus singulaire qui donne un être humain et qui part dans une pandémie, c'est peu probable. C'est beaucoup plus probable que ça tente le coup plusieurs fois et que certains en réussissent et ça se lance. On a montré la même chose dans mon propre groupe avec le Zika quand c'est rentré aux États-Unis. Marc, avez-vous une question? Il y a des questions dans le chat? Je ne vois pas. Pas encore. Je continue donc. Quelques minutes. Il nous reste quelques minutes. Ma prochaine question sera la prochaine fois que ça se passe, ça va être la même situation ou est-ce que ça va être la même incertitude et même débat? Qu'est-ce qu'on peut faire afin de rendre cela plus facile la prochaine fois? Vous savez, c'est possible, ça serait possible ça? Je ne sais pas moi. Je crois que le point clé là, c'est de travailler ensemble et de mettre l'accent sur l'épreuve. Si on regarde la fuite de laboratoire, c'est sans doute l'opinion la plus répandue en ce moment. Mais si vous leur dites quelle est l'épreuve, il n'y en a pas. C'est la spéculation et on a besoin de lignes de la part d'un cover-up des scientifiques chinois. Si ça se produisait demain, par exemple, encore une fois à Wuhan ou en Guangdong ou autre lieu en Chine, vous pensez qu'on va traiter cela plus vite de ce qu'on a fait cette fois-ci? Non. Le problème, c'est que donc, si on regarde les virus banals,
Ils sont similaires au SARS-2, qui peuvent infecter les cellules humaines aussi, sinon mieux. On parle de Pango. Les virus de pangolin, ce sont des centaines de virus qui sont prêts à être répandus dans la population. Et maintenant, le problème, c'est qu'on a créé cet environnement qui devient politisé et toxique, que personne ne veut travailler ensemble et que globalement, cela le rend beaucoup plus probable de ne pas pouvoir traiter la prochaine fois de façon aussi efficace que cette fois-ci. Même si c'était vite cette fois-ci, ce n'était pas suffisant. Hein? Donc, point de vue conversation, c'est la compréhension que, voilà, ça prend du temps. Ce n'est pas, on ne trouve pas des finances demain. C'est que globalement, ça nous rend beaucoup moins préparés afin de traiter la réalité. C'est qu'il existe beaucoup de ces virus qui sont au point de repartir. Ce n'est pas un point de vue optimiste, mais je crois que c'est là que nous avons en face. Une dernière question, et je crois que c'est le temps. De Pierre-Olivier Quirion. Avez-vous pensé sur les infections des dires américains, la possibilité de créer un réservoir local? Oui, j'en ai parlé de ça, parce que toutes ces choses qui se sont passées avec les mink, c'est tout à fait ma préoccupation en Norvège ou en Danemark. Ce n'est pas bon pour beaucoup de raisons multiples et on est dépassé ça. Il y a des réservoirs comme dans la population des animaux. Il y en a beaucoup qu'on a juste tout simplement pas encore vu et ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Et c'est pour cette raison aussi les cerfs. Et on est au-delà de pouvoir éliminer ce virus. Ça va être avec nous pour toujours. Et c'est malheureux ça. Hein? C'est de mon point de vue, je ne crois pas qu'on avait forcément et on n'était pas obligé de terminer dans la situation actuelle. Mais maintenant, oui, c'est le cas et il faut en faire face. C'était le réservoir plus important toujours, c'est la population humaine. Il y a un énorme numéro d'infections quotidiennes et ça fait 2 ans. Hein? Mais il y a peu de doute que ça va s'établir. Des réservoirs additionnels au-delà de la population humaine, c'est juste trop généraliste. Hein? Encore une dernière question de la part de Marc. Ça va couper dans sa propre présentation, ses commentaires de fermeture. Donc, je laisse le choix à Marc. J'allais poser la même question sur le réservoir et la transmission depuis des humains vers les autres animaux, mais vous avez répondu à cela. Et bien évidemment, on pourrait continuer pendant plus longtemps à discuter beaucoup de choses intéressantes avec vous. Hein. Je crois je vais dire c'est la fin. Merci beaucoup, Jessie, et merci beaucoup, Christian, et merci beaucoup, Charles, pour cette séance. Avec cela, merci, Christian, merci, Marc, merci, Charles, que je crois qu'il est parti, s'est déconnecté. C'est une très bonne séance. Merci pour les présentations et la discussion.